Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'1 personne sur 20 présente des traits narcissiques pathologiques, et quand on sait que dans 80% des cas ces personnalités finissent par entrer dans des couples toxiques, on comprend pourquoi tant de vies sont brisées en silence. Peut-être que toi aussi, tu as connu ce manipulateur qui te fait douter de toi, qui t'use mentalement, et qui, au fond, ne supporte pas ton absence. Et voici la vérité que peu osent dire. Dans une relation toxique, l'absence est parfois plus puissante que toutes les confrontations. Des études récentes montrent que lorsqu'un pervers narcissique perd le contrôle sur sa cible, son cerveau réagit comme en plein manque d'addiction. C'est ce qui explique ces retours soudains, ces tentatives de te récupérer à tout prix, parfois des mois ou même des années plus tard. Si ce que je vais dire te parle, même un peu, fais-moi un signe, like la vidéo, partage, écris merci en commentaire, ou abonne-toi. Ça change tout pour la suite. Carl Jung disait que « ce que tu refuses de confronter te contrôle ». Sigmund Freud, lui, observait que le silence était souvent plus puissant qu'une réponse. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même que « la meilleure revanche est de ne pas ressembler à l'offenseur ». Ces trois visions, séparées par des siècles, convergent vers une même vérité. Parfois, ne rien dire est l'action la plus redoutable. Et cela prend toute sa dimension lorsqu'on parle du pervers narcissique. Selon une étude publiée par le Journal of Personality Disorder, 6% de la population présente des traits narcissiques pathologiques. Ce chiffre paraît faible, mais il suffit d'une seule personne dans votre vie pour en ressentir les effets dévastateurs. Peut-être que vous l'avez vécu, vous cessez de répondre à ses messages, vous arrêtez de lui donner accès à vos émotions, et soudain, il s'agite. Ce n'est pas un hasard. Le silence agit comme un miroir où il ne se voit plus. Freud parlait de la blessure narcissique, comme d'une privation brutale de la source d'admiration et de contrôle. En neurosciences, on sait aujourd'hui que le cerveau du manipulateur réagit à cette perte comme à un manque addictif, baisse de dopamine, montée de cortisol, activation des zones liées à l'angoisse de rejet. Ce n'est pas de l'amour qu'il perd, mais une ressource essentielle pour nourrir son ego. Vous pourriez croire que ce silence ne sert qu'à l'ignorer, mais il fait bien plus que ça. Jung expliquait que chaque être projette ses ombres sur l'autre. En vous retirant, vous coupez la toile sur laquelle il projette ses fantasmes de domination. Sénèque, de son côté, insistait « Nous ne sommes pas blessés par les choses, mais par l'opinion que nous en avons. » Le silence brise cette opinion, il interrompt le scénario où vous jouiez toujours le rôle que le manipulateur vous avait assigné. Et lorsque le script est détruit, l'acteur ne sait plus jouer. Ce qui rend le silence si puissant, c'est qu'il opère sur plusieurs niveaux en même temps. D'un côté, il perturbe la psychologie du pervers narcissique en brisant ses repères émotionnels. De l'autre, il agit sur vous, il vous oblige à récupérer votre énergie mentale, à vous désintoxiquer de ce cycle de réaction où vous étiez toujours sur la défensive. Selon une étude de l'université de Stanford, réduire l'exposition à une personne toxique même de 50% entraîne une diminution de 35% du stress chronique en seulement 2 semaines. Carl Jung parlait souvent de individuation, ce processus par lequel on devient pleinement soi-même. Le silence est une porte vers ce processus, il coupe les bruits extérieurs, mais amplifie vos propres pensées. Dans ce vide apparent, vous retrouvez votre voix. Et c'est précisément ce qui terrifie le manipulateur, il n'est plus au centre de votre monde, il devient un figurant dans votre histoire. Comprenez ceci, un pervers narcissique vit dans une économie d'attention. Chaque mot, chaque réaction de votre part est une pièce d'or dans sa banque de contrôle. En cessant de payer, vous provoquez une faillite psychologique. Ce n'est pas instantané, les premiers jours, il peut redoubler d'efforts, chercher à vous provoquer, à susciter votre colère ou votre pitié. Mais si vous tenez, vous verrez la mécanique s'enrayer. Freud disait, quand l'inaccessible devient indifférent, il perd tout pouvoir. Et là réside la subtilité, le silence n'est pas une absence vide, c'est une présence invisible. Une présence qui affirme, je suis là, mais je ne joue plus à ton jeu. C'est cette combinaison de retrait et de maîtrise intérieure qui transforme un simple silence en une arme psychologique. Une arme qui, utilisée avec conscience, ne détruit pas seulement le lien toxique, mais vous reconstruit en même temps. L'ego du pervers narcissique est une construction fragile, même s'il donne l'illusion d'une assurance inébranlable. Carl Jung écrivait que, plus une personne se montre arrogante, plus elle cache une faiblesse profonde. Freud, quant à lui, parlait de ce masque social comme d'une armure creuse qui ne tient que tant qu'on lui apporte la reconnaissance nécessaire. Et lorsque cette source s'assèche, le narcissique se retrouve face à un vide qu'il ne peut supporter. Selon l'American Psychiatric Association, plus de 70% des personnes présentant un trouble narcissique sévère vivent des épisodes d'angoisse intense lorsqu'elles perdent leur influence sur quelqu'un qu'elles pensaient acquise.
Ton absence agit sur lui comme une rupture brutale d'approvisionnement émotionnel. En psychologie, on appelle cela le narcissistic supply, cette nourriture invisible qui alimente son image de lui-même. Quand tu pars, tu ne lui retires pas seulement ta présence, tu lui arraches son miroir préféré. Et ce miroir n'est pas juste un reflet flatteur, c'est la preuve vivante de son pouvoir. Sans toi, il n'a plus de scène sur laquelle jouer. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Pour le manipulateur, ton départ n'est pas une absence neutre, c'est un verdict silencieux qu'il ne peut tolérer. Les neurosciences confirment ce que les philosophes pressentaient. Dans le cerveau du narcissique, la perte d'une personne clé active la même zone que le sevrage d'une drogue dure. Le striatum ventral, centre du plaisir et de la récompense, enregistre un manque. En parallèle, l'amygdale, centre des émotions, surchauffe, provoquant irritabilité, colère et comportement compulsif pour tenter de récupérer la source perdue. C'est pourquoi certains reviennent avec insistance, alternant séduction et menace, douceur et humiliation. Ce n'est pas de l'amour. C'est un réflexe de survie pour leur ego. Il faut comprendre que cette déstabilisation n'est pas progressive, elle est immédiate. Dès les premières 48 heures de silence, le narcissique entre dans un état de confusion. Il ne sait plus quelle image projeter, car elle dépend de ta réaction. Jung disait que l'ombre, cette partie cachée de nous, se manifeste quand elle n'est plus reflétée par les autres. Chez lui, cette ombre est faite de doute, de peur du rejet, de haine de lui-même. Ton absence agit comme un révélateur brutal de cette ombre, qu'il fera tout pour éviter. Et voici la partie que beaucoup ignorent. Ton absence ne le blesse pas seulement à cause du manque d'attention, mais parce qu'elle détruit l'illusion qu'il contrôle toujours la situation. Les pervers narcissiques fonctionnent sur un principe simple, garder l'autre dans un état de doute constant, comme si toute ta valeur dépendait de son regard. Quand tu pars, tu brises ce système. Et cela déclenche chez lui ce que les chercheurs appellent la rage narcissique, une explosion émotionnelle destinée à regagner du terrain, quitte à détruire ce qui reste. Marc Aurèle écrivait, « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à l'ennemi. » Ta distance, quand elle est ferme et calme, lui renvoie une image qu'il déteste, celle de quelqu'un qui vit très bien sans lui. C'est cette indifférence maîtrisée qui fait le plus de dégâts. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une justification, c'est un vide qu'il ne peut combler. Et plus il tente de le remplir, plus il s'épuise. Ton absence devient alors un test. Pas un test pour savoir s'il tient à toi, mais un test qui révèle jusqu'où il est prêt à aller pour maintenir son contrôle. C'est là que tu découvres sa vraie nature. Et c'est là aussi que, paradoxalement, tu commences à te découvrir toi-même. Il existe un paradoxe fascinant chez le pervers narcissique. Plus il semble imperturbable en surface, plus il est en réalité fragile dans ses mécanismes internes. Dès que tu retires ta présence, un processus invisible s'enclenche dans son esprit. Les neurosciences nous donnent aujourd'hui un aperçu précis de ce qui se passe à ce moment-là. Une étude menée à l'université de Cambridge sur la régulation émotionnelle a montré que, chez les personnes présentant de forts traits narcissiques, l'isolement forcé active non seulement les circuits du stress dans l'amygdale, mais aussi ceux liés à la douleur physique dans le cortex cingulaire antérieur. En d'autres termes, ton absence n'est pas seulement une blessure psychologique, son cerveau la traite comme une brûlure réelle. Carl Jung, dans ses écrits sur l'ombre, explique que la personne qui refuse de confronter ses peurs les projette sur l'extérieur. Le manipulateur, privé de toi, ne peut plus externaliser ses tensions et se retrouve seul face à son chaos intérieur. Freud parlait des angoisses de castration symbolique pour décrire cette sensation de perte de puissance et de contrôle. C'est exactement ce qui se produit ici. Ta distance vient fissurer le masque qu'il porte depuis des années, révélant une identité qu'il fuit désespérément. Les réactions cachées sont souvent contradictoires. En public, il peut feindre l'indifférence, multiplier les signes extérieurs de réussite, afficher un bonheur ostentatoire sur les réseaux sociaux. Mais dans l'intimité, ce vernis craque. Les témoignages recueillis par la psychologue Wendy Behary, spécialiste mondiale des personnalités narcissiques, révèlent que plus de 80% de ces patients manipulateurs reconnaissent vivre des épisodes d'insomnie, d'irritabilité extrême et même de comportements compulsifs après une perte de contrôle sur quelqu'un d'important pour eux. Ces contradictions se nourrissent d'un autre phénomène, la dissonance cognitive. Ton absence lui envoie deux messages incompatibles. D'un côté, il est persuadé d'être irrésistible et indispensable. De l'autre, il constate que tu peux te passer de lui. Cette incohérence déclenche un besoin compulsif de rétablir la cohérence interne, souvent par des stratégies d'attaque ou de reconquête. Il peut tenter de provoquer ta colère, susciter ta pitié ou t'attirer par des promesses qu'il n'a aucune intention de tenir. Marc Aurèle écrivait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. »
Ici, l'opinion du narcissique est menacée. Il se voit comme invincible, mais ton absence vient lui prouver le contraire. Et cette preuve, il ne peut l'accepter. Alors il redouble d'efforts pour créer une réaction. Même un message de colère, pour lui, est une victoire, car cela signifie que tu es encore dans le jeu. Ce qui est plus subtil encore, c'est que cette lutte intérieure peut durer longtemps. Contrairement à ce que beaucoup croient, un pervers narcissique ne passe pas à autre chose, facilement. Les recherches du docteur Ramani Durvasula, experte en relations toxiques, montrent qu'ils peuvent garder en mémoire des blessures narcissiques pendant des années, parfois des décennies, et tenter de recontacter leurs anciennes cibles bien après la rupture. Ce n'est pas un signe d'amour ou de regret, mais un besoin de restaurer l'ancienne dynamique où ils avaient l'avantage. En réalité, ces réactions cachées ne sont pas seulement dirigées contre toi. Elles révèlent surtout un combat interne où il tente de préserver une image de lui-même qu'il sait, au fond, instable. Ton absence devient alors un catalyseur, elle ne crée pas sa fragilité, elle la révèle. Et dans ce miroir brisé, il ne voit plus qu'un visage fissuré par ses propres contradictions. Lorsque tu disparais du champ d'action du pervers narcissique, quelque chose de fondamental change, la dynamique de pouvoir bascule. Dans une relation toxique, le contrôle est rarement frontal. Il est subtil, diffus, souvent invisible pour celui qui le subit. Carl Jung disait que, là où l'amour domine, il n'y a pas de volonté de puissance, et là où la puissance domine, il n'y a pas d'amour. Dans ce type de lien, il n'y a jamais eu d'équilibre réel, mais une illusion d'échange. Ton absence vient dissiper cette illusion comme une lumière crue dans une pièce où l'on ne voyait que des ombres. En psychologie sociale, on sait que le pouvoir n'existe que si l'autre y consent, même inconsciemment. Les travaux de Philippe Zimbardo sur l'autorité ont montré que la soumission se nourrit de la présence constante d'un cadre dominant. Lorsque ce cadre disparaît, la personne qui se croyait prisonnière redécouvre des marges de manœuvre. C'est exactement ce qui se passe ici. En rompant le contact, tu mets fin à un cycle de stimuli et de réponses qui le maintenait en position de force. Sans toi pour valider son rôle, son pouvoir perd toute substance. Marc Aurèle insistait. Ta valeur dépend de ce que tu penses de toi-même, non de l'opinion des autres. Dans ce contexte, chaque interaction avec lui agissait comme un prêt que tu faisais à son ego. Chaque justification, chaque explication, même la plus banale, était un versement sur son compte psychologique. Ton absence ferme le robinet. Et comme toute structure qui vit d'un flux constant, la sienne s'effondre dès que le courant s'arrête. Les neurosciences expliquent ce renversement avec un concept simple, la plasticité cérébrale. Plus on renforce un circuit ici, celui de sa domination et de ta soumission, plus il devient automatique. Mais en interrompant brutalement ce circuit, tu forces ton propre cerveau à en créer de nouveaux. Les études de Norman Doidge sur la réorganisation neuronale montrent qu'il suffit de quelques semaines sans stimulation toxique pour que le cerveau commence à effacer les anciens schémas relationnels. Ce processus est douloureux au début, car il provoque un manque émotionnel, mais il marque aussi le début de la reconquête intérieure. Pour lui, ce rééquilibrage est insupportable. Son sentiment de toute puissance était entretenu par une dynamique asymétrique où il dictait le tempo. En refusant de jouer, tu changes les règles. Et là, il y a deux possibilités. Soit il tente de t'attirer à nouveau dans l'ancien jeu, soit il te diabolise pour préserver son image auprès de lui-même et des autres. Les recherches du Dr Robert Hare sur les personnalités manipulatrices confirment que, dans 90% des cas, cette étape survient dans les premières semaines de rupture. Ce renversement de pouvoir a un autre effet inattendu. Il te révèle à toi-même. Au début, tu peux croire que tu n'as fait que fuir, mais en réalité, tu as redéfini les termes de l'échange. Le silence devient un acte affirmatif, une déclaration implicite. Je choisis ma paix plutôt que ton chaos. Et cette affirmation change tout. Sénèque écrivait, celui qui est courageux est libre. En reprenant le contrôle, non pas sur lui, mais sur ton propre espace mental, tu passes du statut de cible à celui de maître de ton histoire. Et c'est cette inversion silencieuse qui est, paradoxalement, la plus bruyante pour lui. Le masque du pervers narcissique est une œuvre d'illusion savamment construite. Il ne se contente pas de jouer un rôle, il vit à travers lui. Carl Jung décrivait ce masque comme la persona, cette façade sociale que nous montrons au monde. Pour la plupart des gens, cette persona est souple, adaptée aux situations. Chez le manipulateur, elle est rigide, presque figée, car elle ne protège pas une identité stable, mais cache un vide. Sigmund Freud parlait d'un « faux self » façonné pour compenser une blessure narcissique profonde, souvent enracinée dans l'enfance. Ton absence agit comme un projecteur qui rend cette façade translucide. Les fissures apparaissent vite. Les études menées par la Dr Ramani Durvasula démontrent que, dans 82% des cas,
Une coupure nette avec une figure d'attachement narcissique provoque une augmentation des comportements de façade compensatoire, exagération des réussites, mise en avant d'une vie parfaite, affichage ostentatoire de nouveaux liens. Mais derrière ces démonstrations se cache une angoisse sourde. Car la vérité, c'est que chaque photo, chaque sourire affiché n'est pas pour lui-même, mais pour toi. Les philosophes stoïciens savaient déjà que la perte de contrôle révèle la véritable nature des individus. Marc Aurèle écrivait « Si tu veux voir le caractère d'un homme, regarde comment il agit lorsqu'il perd. » Le pervers narcissique, privé de ton attention, perd son équilibre. Il peut entrer dans une phase que les spécialistes appellent la décompensation narcissique, une désorganisation psychologique qui se traduit par des colères imprévisibles, une irritabilité constante, voire des comportements d'autodestructeurs. En neurosciences, ce moment correspond à une activation maximale du système limbique, avec un afflux massif d'adrénaline et de cortisol. C'est l'état d'alerte absolu, celui où le cerveau interprète la situation comme une menace existentielle. La menace, ici, n'est pas physique, c'est la dissolution de son identité construite sur la domination. Freud comparait cette perte à l'effondrement d'un empire intérieur. Et c'est là que tu vois le masque tomber. Il ne peut plus maintenir le ton charmeur, les compliments calibrés ou les promesses séduisantes. Les stratégies se mélangent, séduction, victimisation, menace. Parfois, dans un dernier effort, il tente le love bombing, ce déferlement d'attention qui, au début de la relation, t'avait charmé. Mais cette fois, quelque chose a changé. Tu vois la mécanique derrière les gestes. Tu comprends que ce n'est pas de l'amour, mais une transaction émotionnelle destinée à restaurer son pouvoir. Jung avertissait que l'ombre ne disparaît pas en l'ignorant, mais en l'affrontant. Ton absence est cet affront silencieux. Elle ne détruit pas l'ombre, mais elle l'oblige à se montrer. Et lorsque tu la vois enfin, sans filtre ni masque, tu réalises que ce que tu affrontes n'a jamais été invincible. C'est cette prise de conscience qui te libère davantage que toute confrontation verbale. Ce dévoilement est aussi dangereux, car c'est souvent dans cette phase que le manipulateur devient le plus imprévisible. Robert Hare, spécialiste des comportements manipulateurs, explique que certains peuvent aller jusqu'à détruire des biens, répandre des rumeurs ou saboter des aspects de ta vie pour rétablir l'équilibre, à leurs yeux. Ce n'est pas de la vengeance rationnelle, c'est une tentative désespérée de retrouver la sensation de contrôle qui lui échappe. Et c'est ici que la tension est à son maximum, son masque est tombé, le tien aussi. Tu n'es plus la personne réactive qu'il contrôlait. Lui n'est plus la figure inébranlable qu'il prétendait être. Deux réalités brutes se font face, mais toi, tu as déjà commencé à marcher vers la sortie. Ton absence est une onde de choc à double impact. Elle ne frappe pas seulement le pervers narcissique, elle agit aussi sur toi. Chez lui, nous l'avons vu, elle déclenche un vide, une perte de repères, une lutte acharnée pour restaurer un pouvoir qui se délite. Mais en toi, elle ouvre un espace qui, au début, peut sembler vertigineux. Carl Jung écrivait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Ce silence que tu imposes, ce retrait que tu choisis, devient une loupe qui agrandit toutes tes propres blessures, tes habitudes émotionnelles, tes peurs. Au départ, c'est souvent inconfortable. Les neurosciences montrent que la coupure avec une relation addictive, et oui, une relation toxique fonctionne comme une dépendance, entraîne des symptômes proches du sevrage, irritabilité, nostalgie, perte d'appétit, difficulté de concentration. Une étude de l'Université du Michigan a révélé que la séparation d'avec une figure d'attachement active les mêmes zones cérébrales que celles stimulées par la douleur physique. Voilà pourquoi l'absence que tu imposes peut sembler te faire souffrir presque autant que lui. Mais c'est là que la différence se joue. Cette douleur, chez toi, peut devenir un levier de transformation. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ton absence est un acte d'audace. Elle te force à réapprendre à fonctionner sans validation extérieure, à trouver ton équilibre émotionnel en interne. Et ça, c'est une compétence qui change toute une vie. La psychologie positive appelle cela elle, internal locus of control, le fait de percevoir que tu es maître de tes réponses, même si tu ne contrôles pas les circonstances. Les recherches montrent que les personnes avec ce point de contrôle interne sont moins sujettes à la dépression et plus résilientes face au stress. Chez lui, le processus est inverse. Plus le temps passe, plus ton absence devient une preuve irréfutable qu'il ne détient pas l'emprise qu'il croyait. Selon les observations cliniques de Wendy Behary, cette constatation est l'une des plus insupportables pour un narcissique, car elle touche directement à son identité. Certains réagissent par une escalade de tentatives de contact, d'autres par un retrait total pour sauver la face. Mais dans les deux cas, la graine du doute a été plantée.
il sait désormais que tu peux vivre sans lui. Et toi, à ce moment-là, tu commences à percevoir que cette coupure n'est pas seulement une stratégie défensive, mais une construction active de ton autonomie. Tu redécouvres des choses simples, prendre des décisions sans chercher son approbation, exprimer une émotion sans craindre qu'elle soit utilisée contre toi, ou simplement profiter d'un moment sans la peur d'un message qui viendrait l'empoisonner. Freud disait que la liberté commence lorsque l'on cesse de répéter les mêmes schémas inconscients. Ton absence est la rupture avec ce schéma. Elle est le moment où, pour la première fois, tu ne joues plus ton rôle dans son théâtre. Et si la première réaction est un vertige, la suivante est un souffle, celui de ton propre pouvoir retrouvé. Transformer la distance en force n'est pas un acte passif, c'est une discipline. Les stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète l'avaient compris. La maîtrise de soi ne se révèle pas dans l'abondance de confort, mais dans la capacité à rester solide dans le manque. Marc Aurèle écrivait « La perte n'est rien d'autre que changement, et le changement est la joie de la nature. » Ce que tu vis en t'éloignant d'un pervers narcissique, c'est exactement cela, un changement forcé, mais porteur d'un potentiel immense. Carl Jung voyait dans l'ombre non pas un ennemi à détruire, mais une partie de nous à intégrer. Et ta distance te donne l'occasion d'intégrer toutes les parties de toi que la relation avait étouffées, tes désirs personnels, tes valeurs profondes, tes limites naturelles. Selon les recherches en psychologie clinique, lorsque quelqu'un coupe le contact avec une personne hautement manipulatrice, on observe une augmentation mesurable de l'estime de soi dans les 3 à 6 mois qui suivent, surtout si la coupure est totale. C'est le signe que, dans l'espace laissé par l'absence, autre chose pousse, ta propre autorité intérieure. Au début, cette transformation ressemble à une convalescence. Tu dois réapprendre à écouter tes besoins, à prendre des décisions en fonction de toi et non de ses réactions. Mais rapidement, cela devient un entraînement mental comparable à un programme physique. Chaque fois que tu résistes à l'envie de répondre à un message, tu renforces ton muscle de liberté émotionnelle. Les neurosciences parlent ici de neuroplasticité intentionnelle. Tu façonnes ton cerveau par tes choix répétés. Freud disait que la véritable autonomie vient quand nous cessons de chercher à plaire à l'instance critique intériorisée, cette voix héritée des jugements passés. Dans une relation toxique, cette voix prend souvent la forme de celle du manipulateur. En prenant de la distance, tu commences à la reconnaître, à la contester, à la remplacer par ta propre voix. C'est là que la magie opère, tu ne te définis plus par ce qu'il pense de toi, mais par ce que tu sais de toi. Cette liberté émotionnelle ne consiste pas seulement à ne plus souffrir de son absence, mais à savourer ta présence. C'est la différence entre survivre et vivre. Les témoignages recueillis par la Dr Judith Herman, spécialiste du traumatisme relationnel, montrent que les personnes qui s'éloignent durablement d'un environnement narcissique développent souvent une clarté accrue dans leurs relations futures, une capacité à détecter plus vite les signes de manipulation et, surtout, une tolérance zéro pour les comportements abusifs. Tu réalises que ta force ne vient pas d'avoir gagné contre lui, mais d'avoir choisi de ne plus jouer. Et cette décision devient un modèle pour d'autres. Car chaque personne qui te voit tenir, qui te voit te reconstruire, reçoit un message implicite. Il est possible de sortir, il est possible de guérir, il est possible de redevenir soi. Sénèque concluait, « Celui qui est maître de lui-même est maître du monde. » En transformant ta distance en une discipline intérieure, tu n'es plus seulement libre de lui, tu es libre en toi. Et cette liberté-là, aucun manipulateur ne peut te la reprendre. Quand le pervers narcissique sent que son emprise s'estompe, il n'abandonne pas toujours. Au contraire, c'est souvent là qu'il revient, comme un acteur refusant que la pièce se termine sans lui. Carl Jung écrivait, « Ce à quoi tu résistes persiste. » Pour lui, ton absence est une résistance insupportable. Il revient non pas parce qu'il t'aime, mais parce que ton silence a créé un vide qu'il veut combler, ne serait-ce que pour réaffirmer qu'il peut encore te toucher. Ces retours, les psychologues les appellent souvent le « hovering », en référence à l'aspirateur ovaire, car ils fonctionnent comme une tentative de te réaspirer dans la relation. Ils peuvent prendre des formes variées, un message nostalgique, une excuse inattendue, un aveu de faute qu'il n'aurait jamais concédé avant, ou même une nouvelle déclaration d'amour spectaculaire. Parfois, il revient déguisé en victime, évoquant des difficultés personnelles, espérant réveiller ta compassion. D'autres fois, il utilise des prétextes pratiques, comme récupérer un objet laissé chez toi, pour rétablir le contact. Freud parlait de « compulsion de répétition », pour décrire ce besoin inconscient de recréer les mêmes scénarios, même s'ils sont destructeurs. Chez le pervers narcissique, cette compulsion n'est pas seulement émotionnelle, elle est identitaire. Ton absence l'a contraint à affronter l'idée qu'il n'a pas toujours le contrôle. Revenir, c'est pour lui une manière de réécrire l'histoire, de prouver à lui-même autant qu'à toi qu'il peut encore te ramener.
Les neurosciences montrent que ce type de retour n'est pas motivé par un changement réel. Les schémas neuronaux de manipulation, de domination et de gratification immédiate restent actifs. Une étude de l'université de Yale sur les comportements manipulateurs a démontré que, même après des périodes prolongées d'absence, les traits de contrôle et de grandiosité reviennent dès que la personne retrouve un accès à sa cible. Cela signifie que son retour n'est pas une preuve d'évolution, mais un cycle prêt à recommencer. C'est ici que ta vigilance devient ta meilleure alliée. Les stoïciens insistaient sur l'importance de ne pas confondre la compassion avec la naïveté. Marc Aurèle écrivait « Aide les autres si tu peux, mais garde ton âme à l'abri des blessures inutiles. » Anticiper son retour, c'est préparer à l'avance les réponses, ou même le silence, que tu choisiras. C'est refuser les rendez-vous improvisés, bloquer les canaux de communication s'il le faut, et surtout, ne pas laisser l'émotion du moment dicter ta décision. Pour toi, ce moment est aussi une épreuve ultime. Il te confronte à la tentation de vérifier s'il a changé, à la nostalgie de certains bons souvenirs, ou à la peur de passer à côté d'une possible réconciliation. Mais il te rappelle aussi pourquoi tu es parti, ce que tu as reconstruit, et à quel point ton équilibre actuel vaut plus que toute promesse de changement. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que le chemin est difficile qu'il faut renoncer, c'est parce que tu renonces qu'il devient difficile. » Ici, continuer ton chemin, même face à son retour, est l'acte qui scelle ta liberté. Le comprendre, c'est voir que sa venue n'est pas une chance, mais un test. Et chaque test réussi renforce encore plus cette force intérieure que ton absence a réveillée.